des barotraumatismes et des accidents de décompression de l'oreille interne. Souvent, c'est quelque chose qui est relativement mal compris. On ne sait pas très bien où est l'endolymphe, qu'est-ce que c'est la périlymphe, qu'est-ce que c'est au fait l'entorse tapédo-vestibulaire qu'on appelle, au fait, etc. Tous ces trucs-là, donc on va essayer de comprendre un peu. Et vous verrez qu'il y a une grosse partie un peu sur l'anatomie de l'oreille interne qui souvent pose des problèmes. D'accord. Il y a eu à certains endroits, en fait, à certains des examens de F2, un schéma d'ORL à noter, au fait, avec pas mal de précision, où ils allaient jusqu'à l'organe de Corti. Donc vous verrez, en fait, là, actuellement, j'essaierai de vous le placer, vous savoir où c'est. Donc, on va aller sur des choses évidentes, sur des choses que vous connaissez. Dans un premier temps, je vais passer très rapidement sur des choses que vous connaissez. Et là, comme vous voyez, au fait, les couleurs passent mal, mais néanmoins, vous voyez très bien que l'oreille, en fait, elle est constituée de 3 grands compartiments. Une oreille externe, une oreille moyenne, une oreille interne. D'accord. Donc, on va s'occuper, c'est vrai, principalement de l'oreille interne. Donc, ça, c'est une anatomie que vous connaissez, et on va continuer. On va continuer par ça, en fait, qui est les barotraumatismes de... Les barotraumatismes de l'oreille moyenne. Vous les connaissez, mais il y a quand même des choses sur lesquelles je voudrais revenir assez rapidement, car c'est important de les connaître pour pouvoir mieux comprendre et analyser, en fait, un accident de l'oreille moyenne. Bon, très simplement, vous savez, et ça c'est une diapo sur laquelle je passe vite puisque vous la connaissez, c'est effectivement quelque chose de relativement sensible, c'est un petit organe, en fait les différents osselets, le tympan, c'est relativement fragile, on va l'appeler tendon d'Achille, il y a beaucoup d'accidents, on en a tous eu entre nous, en fait des barotraumatismes de l'oreille moyenne à un moment ou à un autre. La physiopathologie, vous la connaissez très bien, il s'agit tout simplement d'une dépression principalement du tympan due à dépression, soit d'un côté soit de l'autre, et on verra que ça peut arriver également une dépression par un squeeze, vous faites par exemple une cagoule trop serrée, en fait ça peut aller dans un autre sens alors qu'on force, on continue à forcer comme si on voulait compenser en fait une oreille due à une augmentation de la pression, et en fait on fait pire que mieux puisque c'est la cagoule qui squeeze de l'autre côté, en fait, et on peut avoir un barotraumatisme dû à ça. Donc néanmoins en fait c'est une déformation du tympan qui va entraîner en fait une lésion, différents types de lésions au niveau de l'oreille moyenne, et une chose importante, bien sûr, il y a le Valsalva en fait, pour la descente, et pendant la remontée, normalement, ça doit se faire tout seul. On n'a pas de Valsalva à faire. Ça, vous le savez. Je ne reviens pas dessus. Sur les étiologies également, vous savez très bien que la trompe de Stache est importante. Importante d'autant plus qu'il faut qu'elle soit toutes les deux perméables. Vous verrez que ça peut avoir une importance tout à l'heure dans certains barotraumatismes de l'oreille interne. Donc, qu'on ne soit pas enrhumé, que les deux trompes de Stache soient parfaitement bien perméables, qu'on ait une compensation correcte du tympan, ça c'est quand même la base. D'accord. Physiopathologie, comme vous aurez les documents, c'est un rappel, il faut que vous la connaissiez, mais c'est des choses que vous connaissez, c'est du niveau 4, on ne va pas revenir dessus pour aller directement à l'essentiel. Et là, j'insiste un tout petit peu sur les signes du barotraumatisme. Bien sûr, en fait, la prévention est un point essentiel, on l'a vu, chez l'enfant notamment en termes de profondeur, chez l'adulte dans les contre-indications et également en fait, dans le respect de certaines choses. Ici, ce que je veux insister sur le fait suivant. Un barotraumatisme de l'oreille moyenne, et je vais m'arrêter là pour le barotraumatisme de l'oreille moyenne, c'est des douleurs, violentes ou pas, j'ai mis violentes, mais enfin ça peut être également en fait, une simple douleur à la descente. Une sensation, en fait, une fois qu'il est bien installé, le barotraumatisme, c'est souvent en fait, du coton, on a du coton dans l'oreille. On a éventuellement des bourdonnements, une surdité, mais vraiment en fait on sent l'oreille un petit peu empâtée également, avec dans les cas un peu extrêmes, lorsqu'il existe une rupture tympanique, une otorhagie. D'accord. Ce qui est important à retenir en fait globalement en termes de règles, une otorhagie, oui, c'est une bonne question. En fait, c'est tout simplement c'est que ça saigne. Ça saigne, il y a un petit peu de sang qui descend par l'oreille externe. D'accord. C'est une lésion tympanique. Une chose importante, on a tout ça, c'est des choses que vous connaissez, la douleur, la surdité, l'empattement de l'oreille. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de vertige, globalement. Il n'y a pas de trouble de l'équilibre non plus. En gros, il y a un respect de l'oreille interne, et c'est ce qu'on va essayer de voir et de comprendre qui est quoi là-dedans. Le vertige, quand on va parler de vertige, quand on va parler de trouble de l'équilibre, associé ou non à d'autres choses, ça va nous permettre de différencier entre une oreille moyenne et une oreille interne. Et encore une fois, non. Il n'y a pas de nausée non plus. Pas de vomissement. A priori, non. D'accord. La règle étant que c'est non. Différents stades lésionnels, en fait, ça, je vais vous les montrer. Là, vous avez, à la rigueur, vous avez ici l'image qui montre vraiment comment ça se passe. Lorsqu'on regarde un tympan,
on voit très très bien en fait que le manche du marteau qui est là, au niveau du tympan, on le devine ici, et un tympan parfaitement propre avec un triangle qui est bien visible. D'accord? Ça c'est le tympan normal. Et les osselets sont un petit peu plus hauts à ce niveau-là, en fait, et qui vont permettre de faire la jonction par le biais de l'enclume et de l'étrier, ce qu'on appelle enfin, peu importe, les osselets, l'étrier, au niveau d'une des fenêtres qui va permettre de transmettre les différentes vibrations pour l'édition. On revient dessus. Ici, vous avez un tympan avec un barotraumatisme important. C'est vraiment une lésion avec une hémorragie sous-tympanique. Et là, en fait, une vraie rupture du tympan. Bon. Donc, les barotraumatismes, c'est principalement là que ça se passe en termes d'oreille moyenne. Mais vous vous imaginez bien que ce qui va se passer là, puisque c'est en contact avec l'oreille interne, ça peut être souvent associé à un problème d'oreille interne qu'il va falloir éventuellement suspecter ou aller un peu plus loin. On va rallumer. Non, je vais peut-être garder parce que finalement les images passent mieux comme ça. Pourtant, elles sont très belles. Hein, elles sont très très belles. Bon. C'est des images en fait qui sont prises dans le web, hein, tout simplement, mais en fait qui sont assez didactiques et c'est pour cette raison-là qu'elles sont là. Donc, avant d'aller sur les différents accidents, donc et barotraumatiques et accidents de décompression de l'oreille interne, c'est qu'on doit voir un petit peu comment est faite une oreille interne. Alors, vous savez tous qu'il y a c'est totalement enchâssé parce que c'est quelque chose de très fragile dans le rocher. D'accord, dans le rocher, au fait, au niveau des os du crâne, c'est totalement enchâssé dedans. C'est un organe, c'est-à-dire qu'il est d'une part vascularisé, d'autre part innervé. Il y a des nerfs qui permettent au fait de signaler, de donner une signalisation. C'est des nerfs il y a différentes choses également qui vont entraîner, si vous voulez, ces différentes choses. D'une part, l'équilibre, et d'autre part, l'audition. C'est un organe de l'équilibre et un organe de l'audition. Donc, quand on regarde un peu, ça, c'est l'oreille interne, qui est composée, on va dire, schématiquement de deux grandes parties. D'une part, la cochlée, enfin, c'est un genre de limation qui est en plein dedans. C'est ce qui va permettre, schématiquement, l'audition. Une autre chose, c'est également le vestibule, d'où on entend parler également du syndrome vestibulaire, du syndrome labyrinthique. C'est le vestibule. Il est composé de plusieurs anneaux semi-circulaires qui sont dans différentes positions de l'espace, qui ne correspondent pas vraiment aux positions de notre corps, mais c'est ce qui permet de renseigner sur le positionnement de notre corps. Et vous imaginez bien s'il y a quelque chose qui ne va pas entre l'une et l'autre, s'il y a un déséquilibre entre l'une et l'autre, si une ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas en ce qui nous concerne. D'accord ? En termes de vertige, et on va immédiatement en fait, le ressentir sur le plan de l'équilibre, du vertige, ce qui va entraîner des nausées secondairement. Donc, ici, on a quoi ? On a, pour ceux qui connaissent pas, en fait, à la rigueur, on va le signaler, il y a l'uticule d'une part, il y a la sacule d'autre part. À ce niveau-là, il y a souvent en fait, des petits cristaux, des petits otolithes qu'on dit, en fait, qui circulent. On ne connaît pas bien leur fonctionnement, mais qui peuvent donner des vertiges brutaux. Les canaux semi-circulaires, peu importe, il y en a trois. Il y a le supérieur, il y a le postérieur, il y a l'externe. Ça n'a pas d'importance, mais c'est à ce niveau-là en fait, qu'on va avoir réellement les renseignements sur les positionnements de notre tête et donc de notre corps. Et par ailleurs, la cochlée, qui est à ce niveau-là, qui est l'organe de l'audition. Quand on regarde la cochlée, le limaçon, on va le couper en fait, longitudinalement, et on a ça. D'accord ? On a finalement 3 compartiments. À chaque tour, il y a 3 compartiments en permanence. Les 3 compartiments, on a d'une part ici, on va dire le canal cochléaire dans lequel se trouve l'organe de Corti, l'organe lui-même de l'audition. On va le voir un petit peu plus en détail tout de suite. Et puis 2 grands canaux. Un qui permet, une fois que l'étrier a signalé par le biais du tympan au niveau de l'oreille interne et a entraîné la vibration, ça va partir dans ce sens en rouge, ça va monter, 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 et puis ça va redescendre par le même truc, et puis ça va redescendre par l'autre canal. D'un côté, ça va être le canal, ce qu'on appelle la rampe vestibulaire, et ça va redescendre par la rampe tympanique de l'autre côté. D'accord ? D'un côté, c'est la fenêtre ronde, de l'autre côté, c'est la fenêtre ovale, et c'est ce qui permet en fait, d'être en contact avec ça. Je vous le dis et je vous le redirai, ce qui est ici au niveau du vestibule, c'est ce qu'on appelle l'endolymphe. C'est exactement la même chose qu'il va y avoir dans ce qu'on va voir immédiatement ici, dans ce qu'on appelle le canal cochléaire, l'organe de l'audition. Alors que dans ce qui va signaler en fait, pour transmettre ces vibrations, c'est ce qu'on appelle la périlymphe. Donc vous verrez souvent une fistule périlymphatique, c'est à ce niveau-là que ça se passe et on verra quel est son mécanisme. Pour aller, je pense que c'est ce qui va suivre, pour aller plus en détail,
Alors, ça vous permet réellement de voir comment ça se passe au niveau de la cochlée. Euh, donc, il y a 3 compartiments en permanence. D'accord? Donc, vous allez avoir la rampe vestibulaire, c'est ce qui va. Pardon? C'est Elle va recevoir effectivement les signaux de l'étrier. Ça va être transmis par là, mais ça va monter, ça va redescendre de l'autre côté. C'est un peu comme dans un baffle, vous avez au fait, ou dans une baffle, vous avez les basses et vous avez également une sortie de l'autre côté. C'est à peu près la même chose. Mais ces transmissions qui vont être au fait dans la périlymphe qui va être là, à ce niveau-là, il y a l'endolymphe. C'est différent l'endolymphe. C'est différent parce que la composition est différente. Par endo, pensez au fait comme si c'était à l'intérieur d'une cellule. C'est un peu une composition différente. Périlymphe, c'est tout simplement de l'eau. D'accord? Pour être simple. Ça a une certaine importance parce que justement les mécanismes d'accident de décompression et de barotraumatisme ont des différences sur ce plan-là, sur des hypothèses qui sont bien avancées actuellement. Parce que la transmission uniquement de la vibration dans la cochlée pour pouvoir transmettre le son et pour pouvoir avoir un signal réellement neurologique à ce niveau-là, il y a besoin d'une différence au fait de la composition de l'eau, des deux côtés. Et cette différenciation, enfin cette différence entre là et là, par les différentes membranes qui existent, va créer un potentiel de membrane qui va être transmise par l'organe de Corti ici, les nerfs vont partir et va transmettre le son. Bon, ça on ne va pas rentrer dans les détails. D'accord ? Là, c'est l'organe de Corti, c'est l'organe de l'audition, c'est transmis ici par la périlymphe, ici c'est l'endolymphe, la même chose qui existe dans le vestibule. On va continuer. Voilà ce qui va se passer. On a en gros la transmission du son, on a la fenêtre ovale, ça part dans l'autre sens, ça revient, et c'est à ce niveau-là l'organe de Corti, justement cette variation d'onde qui va être transmise et reçue comme un signal électrique et qui va être transmise au niveau neurologique par le nerf auditif, par le nerf cochléaire, au niveau du cerveau, est transmis en son. D'accord ? Quelque chose qui va se passer de façon extrêmement forte, par exemple un barotraumatisme important à ce niveau-là, ça ne va pas être sans conséquence à ce niveau-là. Là, on le comprend bien. D'accord ? Une première chose, merci Paul. Une première chose, c'est qu'il va y avoir, et je profite de cette photo, même si je le redirai, on va parler en fait de fistule périlymphatique. D'accord ? Pas l'endolymphe. En fait, l'endolymphe, ça va être plutôt les accidents de décompression. La périlymphe, ça va être plutôt à ce niveau-là. En fait, il va y avoir une rupture de ça quand on va avoir d'une des deux fenêtres, le plus souvent en fait la ronde, quand il va y avoir un barotraumatisme de l'oreille interne. Donc on va arriver actuellement aux différents types de barotraumatisme. Et on va parler ce dont on va parler là, les mécanismes d'une part des barotraumatismes de l'oreille interne et des accidents de décompression de l'oreille interne aussi. Qu'est-ce qui explique l'un et l'autre? D'accord? Donc les mécanismes ici sont, je dis souvent mixtes, parce qu'on a rarement un accident de l'oreille interne tout seul, barotraumatique. C'est souvent, c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé initialement des barotraumatismes de l'oreille moyenne, c'est que c'est souvent associé. Et un barotraumatisme de l'oreille moyenne peut cacher un barotraumatisme de l'oreille interne. D'où, a-t-il un vertige ou pas? Il a un vertige, on considère comme un barotraumatisme de l'oreille interne. D'accord? Bon. Donc, les barotraumatismes, c'est important, ils sont souvent mixtes. C'est ce qu'on appelle, en fait, par un coup de piston, c'est-à-dire vraiment, boum, les osselets ont eu, en fait, un changement, en fait, une attitude un mouvement brusque qui ont entraîné, en fait, un mouvement trop important dans la périlymphe au niveau de la cochlée. On l'appelle aussi, vous le voyez assez souvent, en fait, c'est un terme peut-être un peu médical, un peu scientifique, peu importe, mais vous le voyez passer beaucoup, donc c'est pour ça que je vous le mets, c'est l'entorse stapédo-vestibulaire. D'accord ? Ça, vous avez dû le lire, je suis certain, donc je vous le mets également. Et la conséquence directe est tout simplement une rupture, ce qu'on appelle en fait une fistule périlymphatique, une rupture justement d'une des fenêtres ovales, c'est la plus fréquente, ronde également. L'intervention enfin le traitement est le plus souvent chirurgical, donc vous voyez si ce liquide est capable de fuir, ce n'est pas quelque chose qui va être totalement physiologique au niveau ni de la cochlée ni de labyrinthe. Il va y avoir des conséquences directes. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle une fistule périlymphatique due à la lésion d'une des deux fenêtres par justement une entorse stapédo-vestibulaire. D'accord ? Un changement de pression trop brutal.
ce qui est important, c'est qu'on va se poser des questions. Il y a des signes, il y a souvent une hypoacousie. En fait, mixte, peu importe, en fait, c'est une hypoacousie de transmission on n'entend pas. Voilà, on a du mal à entendre. Elle est, ou une surdité, mais elle peut être également associée à un barotraumatisme de l'oreille interne, donc de l'oreille moyenne. Considérons que d'une façon systématique, le barotraumatisme de l'oreille interne est toujours associé ou systématiquement, ou de fortes chances, ou une énorme probabilité, comme vous le souhaitez, à un barotraumatisme de l'oreille moyenne. D'accord? Donc l'hypoacousie est souvent associée. Le fait d'avoir une fistule et une perte de la périlymphe fera que la transmissibilité du son au niveau de l'organe de Corti ne va pas se faire correctement, donc l'audition ne va pas être bonne non plus. D'accord? L'hypoacousie est le signe qui va prédominer et qui va être associé également à des signes vestibulaires, c'est-à-dire également à une association du vestibule également des troubles de l'équilibre, et qui va associer le plus souvent en fait, des vertiges rotatoires, le plus souvent, importants, et qui, eux, s'associent à des nausées, à des vomissements, et au fait à des équilibres qu'on est capable de voir. Alors comment on le voit? Nystagmus, souvent vous vous posez la question qu'est-ce que ça veut dire? Le Romberg, qu'est-ce que ça veut dire? Vous le voyez, donc on a des battements des yeux trop rapides. Globalement, c'est très facile à voir. Quelqu'un qui a des troubles de l'oreille interne, des troubles de l'équilibre sur un bateau, vous le voyez. Ce n'est pas quelqu'un qui a absorbé des substances licites ou illicites, ni quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui, en sortie de plongée ou pas, il ne tient pas debout, il a la tête qui tourne, il a les yeux dans le vague. On voit tout de suite, immédiatement, que c'est totalement différent à d'autres types de troubles de l'équilibre. Donc, trouble de l'équilibre, c'est évident, avec la tête qui tourne dans tous les sens, il le dit, et il peut éventuellement en vomir ou pas, enfin c'est à voir. Il y a un autre barotraumatisme, ça c'est classique. Un barotraumatisme que je vais vous signaler, qui n'est pas forcément grave, mais qui témoigne également d'une anomalie de l'oreille interne, c'est le vertige alternobarique. D'accord? C'est tout simplement en fait une pression différente dans une oreille et dans une autre, qui va se traduire par un déséquilibre total des deux oreilles. Et puis là, en fait, les commandes disent moi, je ne comprends plus. On est comment là-dedans? Et finalement, la tête tourne énormément. Ça arrive parfois en immersion, parfois immédiatement à la sortie de l'eau. C'est très gênant, mais bénin. Mais la règle pour cela, c'est qu'il régresse. Je ne sais pas si je l'ai mis là ou sur une autre diapositive, c'est sur une autre. Ça régresse assez rapidement, quasiment immédiatement. La règle étant que ça régresse dans les quelques minutes. Si ça ne régresse pas, il ne faut pas considérer ce diagnostic, il ne faut pas le retenir. Le vertige alternobarique, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vécu, ça tourne brutalement, on ne sait plus où est le haut, où est le bas. Le grand risque pour quelqu'un qui n'est pas vraiment au courant, c'est la noyade. C'est une énorme panique sous l'eau et c'est la noyade. D'accord? Donc c'est extrêmement gênant, mais relativement bénin. Après, à chacun de réfléchir, on verra que les profils de plongée peuvent avoir un rôle important, etc. Le barotraumatisme de l'oreille interne, également des problèmes diagnostiques, bien évidemment. Bien évidemment, quelqu'un qui a un vertige rotatoire, il peut avoir un barotraumatisme. Je disais le profil de la plongée, parce que selon le profil, on évoquera l'un ou l'autre. Selon ce qui s'est passé en surface, il a eu mal, il n'a pas eu de mal. Il y a des questions à poser, je vous montrerai une diapositive à la fin. Donc le diagnostic différentiel, c'est y a-t-il ou pas un ADD? Et on verra tout de suite après le mécanisme. Y a-t-il ou pas un ADD de l'oreille interne? Le diagnostic, quand vous vous posez des questions, il ne faut pas la jouer fine sur un bateau. Je vous le dis tout de suite, c'est au caisson qu'on fait le diagnostic. Et ça, je pense que Anne doit le savoir très très bien. C'est éventuellement... c'est au caisson qu'on joue à ça. Ce n'est pas sur le bateau, c'est souvent un peu difficile, mais on peut s'orienter quand même. L'examen ORL comprend ça, quelqu'un m'avait posé la question tout à l'heure. C'est pas n'importe qui fait le bilan de ça. Il existe ou pas une fuite, une fistule au niveau de la fenêtre ovale. C'est plutôt fait les ORL qui font le diagnostic. C'est pas n'importe qui est capable d'aller regarder au fait s'il existe ou pas une fistule ou une fuite de liquide périlymphatique. D'accord? Donc on évalue tout ceci en ORL. Et puis là, je vous ai mis en fait effectivement le vertige alternobarique. C'est une régression relativement rapide et sans séquelles. La prévention, c'est la même que pour l'oreille moyenne. La conduite à tenir, ici, pour l'oreille interne, c'est une urgence et il faut l'adresser très rapidement. À partir du moment où on a des vertiges, on ne se pose plus de questions, globalement. Enfin, on ne se pose plus de questions, si. Vous êtes censé quand même vous poser des questions, on verra tout à l'heure dans le jeu de rôle, mais parce qu'il faut quand même essayer d'orienter un peu les choses. Sur le barotraumatisme de l'oreille interne, avez-vous des questions?
Alors, globalement, alors des acouphènes, même en dehors de la plongée, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Il n'y a pas quelque chose de relativement codifié. Les choses qu'il est important de... on essaie de tout favoriser pour que ça se passe au mieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de l'hymodilution, on a rempli. On t'a mis un peu plus de volume. Comme on fait au fait quand on te fait boire, pour aller au fait dans le sens de la plongée. On t'a fait boire, on essaie de mettre des vasodilatateurs, on essaie éventuellement de faire du caisson. Pour certaines surdités qui surviennent indépendamment de la plongée, on propose même du caisson pour oxygéner. D'autres disent que ça ne sert à rien parce que la toxicité de l'oxygène risque d'être pire que mieux. Moi, je n'ai pas de réponse. Peut-être, Anne, tu as une réponse, mais là-dessus, il y a des protocoles. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Mais il y en a beaucoup qui discutent. Hein. Vous les passez à Brest ou pas, les surdités? Oui. Donc, en général, quand on a un caisson, en général, on les passe quand même. Un problème de barotraumatisme de l'oreille interne. Le, il y a un risque, je vous ai dit, d'accident de décompression, éventuellement dans lequel vous pouvez faire ou pas le diagnostic, qui peut être important de le passer au caisson quasiment immédiatement. On passe au caisson. Et dans le barotraumatisme interne, peut-être qu'également, ça peut justifier qu'on le passe au caisson. D'accord? C'est deux choses différentes. On n'est pas en train de parler de... Là, on est dans une problématique de plongée, c'est au caisson. Donc, les choses se passent au caisson. Donc, après, il y a, à côté de cet accident de barotraumatique de l'oreille interne, on a bien sûr, en fait, d'autres mécanismes d'accident de l'oreille interne qui sont les accidents de décompression, de l'oreille interne. Deux grands mécanismes sont possibles. D'accord? Premier grand mécanisme, on a vu que pour les barotraumatismes, c'est une fuite ou une fistule périlymphatique. Vous avez vu où ça se passait. Sa composition est différente de l'endolymphe. L'endolymphe qui est le plus souvent d'une composition très proche de ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule. Et dans ce cas-là, il y a un dégazage dans l'endolymphe. Et l'endolymphe se trouve principalement au niveau du vestibule, d'accord, au niveau du vestibule et du canal cochléaire qui contient de l'endolymphe. D'accord. C'est les hypothèses qui sont avancées. Voilà. C'est les hypothèses qui sont avancées. Il y aurait en fait du gaz à ce niveau-là. Ça entraîne des lacérations, ça entraîne des vertiges. Et on va voir ce que, sur le plan symptomatique à quoi ça peut correspondre. Voilà une hypothèse. Une autre hypothèse également, tout simplement, parce que la circulation est un peu particulière. C'est une circulation, on va dire, vertébro-basilaire. Ça, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est au niveau du tronc. Et c'est une circulation, donc les artères vont de branche en branche, on finit par les nommer, chaque branche elle a un autre nom, et quand on arrive au niveau de la cérébelleuse, elle va donner une branche qui s'appelle la vestibulaire. La vestibulaire, elle a plein de petites branches qui vont finalement vasculariser l'ensemble de ce système, et c'est en fait tout simplement un accident de décompression dans la branche vertébro-basilaire, enfin dans une des branches de la vertébro-basilaire, dans une des branches de l'artère vestibulaire qui va entraîner en fait ce genre de problème. Donc c'est un accident de décompression à ce moment-là artériel par un embolisme, par un embol en fait d'air, d'accord? Au niveau des artériels. Vous suivez là ou pas? Parce que je regarde, je suis inquiet, je vois en fait de plus en plus les visages qui... Donc c'est une obstruction artérielle. C'est tout simplement comme on peut avoir un accident neurologique standard. D'accord? Pourquoi là? Pourquoi pas ailleurs? Tout simplement parce que ce qu'on appelle, c'est une circulation de type terminal. C'est-à-dire qu'une fois que c'est terminé, il n'y a plus de suppléance par une droite ou une gauche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça se bouge et ça parle. D'accord? C'est le plus souvent sur le plan neurologique. Là, notamment, en fait, c'est assez sujet à ça. Donc, on peut avoir également ce système-là. Le plus souvent, je pense que c'est le dégazage dans l'endolymphe qui est le cas le plus fréquent. Donc, la symptomatologie, elle est assez simple, mais parfois, en fait, pose toujours des problèmes de diagnostic avec un barotraumatisme de l'oreille interne. Et il va falloir, en fait, aller chercher, aller comprendre. D'accord? Elle survient le plus souvent, vous savez bien, après une plongée. Ce n'est pas, en fait, immédiatement à la sortie de la plongée. Bien sûr, quel type de plongée, ça va être important. Vous n'allez pas penser à un accident de décompression le matin après avoir fait un baptême. C'est évident. D'accord? Un accident de décompression vestibulaire après un baptême, ça n'a pas de sens. Les troubles de l'équilibre sont importants. Alors, généralement, en fait, ils sont de type rotatoire. C'est ce qu'on appelle en fait vraiment des signes vestibulaires. Et le syndrome vestibulaire, il associe le plus souvent... Alors, on distingue neurologiquement, et vous verrez, en fait, dans certains bouquins, on distingue
les syndromes vestibulaires central, périphérique, etc. Gardez en tête syndrome vestibulaire, c'est-à-dire vraiment un vertige énorme, on ne sait plus où on est, rotatoire le plus souvent, rotatoire, qui est forcément associé, puisque en fait on ne sait plus où on en est, forcément associé à des nausées. Et puisque tout tourne, on ne sait plus où marcher, ça va de soi, on a des troubles de l'équilibre, on a des troubles de la marche, et tout ceci est dû au fait qu'on n'arrive plus du tout à savoir comment positionner notre corps, dû à un trouble vestibulaire. Vous verrez dans certains bouquins, même de plongée, on distingue le central périphérique. Ça veut dire quoi? Je pense que je vous l'ai enlevé, je l'avais mis et je l'ai enlevé. Périphérique, c'est-à-dire que c'est vraiment l'appareil vestibulaire qui est touché, c'est ça qui est touché. Central, c'est vraiment à l'intérieur du cerveau. D'accord? La différence, c'est que quand c'est central, il y a des petits signes différents, c'est un peu plus modéré le vertige. Quand c'est périphérique, ça parle vraiment, quoi. D'accord? Mais c'est tout. Et ça, pareil, du moment où vous avez des vertiges, ne finissez pas entre central, périphérique, ce n'est pas votre rôle. D'accord? Mais ça peut être central. L'accident peut être central aussi. Ça peut être au niveau d'un des noyaux, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus rare, mais on n'est pas à distinguer de ça, on n'est pas là pour ça. D'accord? Alors vous verrez souvent, en fait, il y a... on chute du côté lésé, effectivement. Il y a le Romberg, où on lève les mains comme ça, en fait, ça part dans un certain sens. Le nystagmus également. Vous verrez tous ces signes. Tous ces signes servent à examiner le malade. Mais vous avez en fait une évidence devant vous, quelqu'un qui a un vertige, qui part d'un côté, qui n'arrive pas à marcher, et ça suffit. Il ne faut pas chercher, au fait, midi à 14 heures. Trouble de l'audition dans un accident labyrinthique simple, accident de décompression, ils sont relativement peu fréquents. D'accord? Ils peuvent être associés. L'organe de Corti se trouve dans l'endolymphe, il peut être dilacéré. La bulle de gaz peut entraîner en fait un trouble dans le canal cochléaire que je vous ai montré. D'accord? Elle peut entraîner des troubles de l'audition, effectivement. Mais généralement, ils sont moindres que dans un accident de barotraumatique. Si on veut faire la différence. Donc, à différencier toujours. Donc, vous voyez que devant ce genre de choses, devant les accidents de l'oreille moyenne, c'est un vrai problème diagnostique. De quoi s'agit-il? Donc, il faut vraiment qu'on ait une attitude. Comment est-ce qu'on va réfléchir devant ce cas-là? Et en conclusion, si je devais conclure sur quelque chose, on a les barotraumatismes de l'oreille interne, on a les barotraumatismes de l'oreille, les accidents de décompression de l'oreille interne également, mais on a des accidents en plongée d'une façon générale. Dans une plongée saturante, dans une plongée non saturante, et quel que soit le type de plongée, quel que soit l'accident, ici on peut l'appliquer parfaitement aux deux accidents dont je vous ai parlé, c'est toujours, il faut au moins répondre à 3 questions. Vous pouvez en poser d'autres, mais au moins 3 questions. Quels sont les signes associés? Donc vous voyez que les importances des signes associés dans le cas présent sont importants. Il y a une surdité, il y a des vertiges ou pas. J'ai eu mal à l'oreille, mais bon, est-ce qu'il y a des vertiges? Ah, il a des vertiges. Est-ce qu'il régresse? L'évolution, c'est survenu quand? Après? À quelle phase de la plongée? Pendant? Avant? Après? En descendant? En remontant? C'est plus la même chose. On réfléchit plus de la même façon, c'est plus du tout le même mécanisme. Donc là, au niveau auquel vous êtes, on vous demande un peu de savoir de quoi vous parlez et pas évoquer tout et n'importe quoi. Donc en fonction des éléments que vous allez recueillir, en fonction des éléments qu'on va vous donner, il va falloir dire à quoi vous pensez réellement et des choses en fait qui sont assez évidentes. Ok. Une dernière chose, existe-t-il ou pas un facteur de risque? Exemple, la fatigue bien entendu, physiologique, l'âge. Je vous laisse, en fait, c'est loin d'être exhaustif, mais avant tout, est-ce qu'il a fait un baptême ou est-ce qu'il sort en fait de 80 mètres de profondeur? C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même contexte. D'accord? Et je pense que je vais m'arrêter là.